Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler, ou plutôt reparler de Death Note, car je vous ai partagé mon analyse du personnage de Light lors de ma précédente vidéo, ainsi que mon avis global sur l'animé. Et le truc c'est que le fait d'avoir relu le manga pour faire cette vidéo m'a justement donné l'envie de rester sur le même sujet, et de traiter aujourd'hui d'une autre facette de Death Note, je le déplore un peu, ses incohérences. Je veux dire, je suis le premier à affirmer que Death Note est un animé extrêmement divertissant avec des personnages mémorables, et les Lights sont devenus des icônes, on va pas se mentir, mais, et même si ça me peine de l'avouer, il faut quand même dire que Death Note est une œuvre criblée en consistance de scénario, de plot holes, ce que vous voulez. Ces personnages qui sont pourtant censés être des génies au QI à 3 chiffres prennent régulièrement des décisions qui pourraient faire ricaner un chimpanzé. Certains éléments que je soulèverai au cours de cette vidéo ne sont pas vraiment des incohérences à proprement parler, mais plutôt des décisions ultra stupides prises par des personnages censés être très malins. Ce qui constitue, à mes yeux en tout cas, une sorte d'inconsistance, d'intrigue et de scénario. Et c'est justement de tout cela dont on va parler aujourd'hui. Nous allons passer en revue l'intrigue du manga de manière chronologique et soulever toutes les absurdités du scénario, toutes les décisions illogiques que les personnages prennent à un moment ou un autre, elle, Light, Nier et bien d'autres. On commencera donc au moment où Light ramasse le Death Note et on finira lors de sa chute finale face à Nier. Ce qui nous permettra d'ailleurs d'analyser la confrontation finale entre Light et Nier, donc dans l'usine désaffectée à la toute fin de l'animé, et d'expliquer comment Light aurait pu facilement l'emporter face à Nier et au SPK, donc SPK, le groupe de Nier, et ce d'au moins 10 manières différentes, si ce n'est plus. Cela dit, je préfère quand même préciser avant de commencer mon examen de Death Note que cette vidéo n'a absolument pas pour but de pourrir l'animé, de dire que c'est de la merde ou je ne sais quoi. Au contraire, je suis moi-même un fan inconditionnel de Death Note, ne serait-ce que parce que c'est une œuvre qui a au moins les couilles d'avoir mis un méchant comme protagoniste principal, ce qui est hélas trop rare. Et l'objectif de cette vidéo est davantage de vous donner envie de revoir le manga Death Note sous un angle différent que juste dire que c'est de la merde, évidemment. Bon, sans plus perdre davantage de temps, c'est parti. Alors, notre première incohérence entre guillemets se trouve dès le début du manga, alors que Light vient de récupérer le Death Note, comprend que ce n'est pas un canular, mais bien un véritable artefact mystique pouvant tuer n'importe qui du moment où son nom y est écrit. Light commence ainsi à tuer des dizaines de personnes avec le cahier de la mort, qui nécessite donc, comme je l'ai dit, la connaissance du nom, mais aussi du visage de la victime. Bon. Ok. Mais le truc c'est que peu de temps après que Light se soit mis à supprimer des criminels un peu partout dans le monde, afin de nettoyer la planète du mal, Interpol, voilà, donc la police internationale, enfin, vous comprenez, diffuse une émission dans laquelle elle, celui que l'on dit être le plus grand détective de tous les temps, annonce qu'il prendra en charge l'affaire Kira. Plus important encore, il le fait en donnant son vrai nom, donc Lind L. Taylor, et en montrant son visage, pour ce qui est être censé la première fois. Ce faisant, il défie pratiquement Kira de le tuer sur le champ. On va pas se mentir, il y a quelque chose de louche derrière cette mise en scène. Mais Light derrière sa télé, eh bien, ne semble se douter de rien. Donc logiquement, on s'attendrait à ce que Light se rende compte qu'il s'agit probablement d'un piège et évite de tuer ce mec qui dit être elle. D'ailleurs, on sait même pas si c'est vraiment elle. Bon. Et même si c'est pas un piège, il faut quand même mieux éviter de tuer ce soi-disant elle, parce que le tuer en direct live confirmerait à Interpol ainsi qu'au monde entier qu'il existe vraiment quelqu'un qui est responsable de la mort de tous ces criminels, et qu'il est assez humain pour avoir son ego meurtri par un mec à la télévision. Mais au lieu de ça, et vous le savez déjà si vous avez vu l'animé, eh bien Light écrit donc le nom de Lind L. Taylor dans le Death Note, et attention, grosse surprise, c'était un piège. Et quand je dis grosse surprise, évidemment, je me fous de votre gueule, c'était pas une grosse surprise du tout. Et maintenant, non seulement elle a compris le mode opératoire de Light et ses limites, le fait que Kira ait besoin du nom, mais aussi du visage de sa victime pour la tuer, mais il a également identifié la localisation de Kira, c'est-à-dire dans le Kanto. Toutefois, je vous rassure pour les fans de Light, c'est pas le seul à avoir fait le con, pour le coup, parce que elle lui-même commet une grosse erreur, en dépit du fait que son plan de base soit très malin. En effet, il met en place un piège pour localiser l'emplacement de Kira dans des régions spécifiques du Japon, car il a estimé, à juste titre, qu'étant donné que la première victime de l'affaire Kira soit un criminel japonais, il s'est dit que Kira était domicilié au Japon, et plus particulièrement dans la région du Kanto, qui est extrêmement habitée, comme vous le savez. Et effectivement, son piège fonctionne du premier coup. Aussi, on s'attendrait à ce que, logiquement, elle, à la seconde où la doublure, donc Lind L. Taylor, meurt d'une crise cardiaque, il coupe tout de suite toute retranscription
télévisuelle et ne communique qu'à Interpol ainsi qu'à la police locale, donc japonaise, les leçons qu'il a apprises de l'émission, leur expliquant que tout cela n'était qu'un piège pour abattre Kira et tout le tout-team. Et comme ça, non seulement elle a réduit l'emplacement de Kira à la région du Kanto du Japon, sans pour autant lui donner envie de se déplacer, tout en lui faisant baisser sa garde, en lui faisant croire que lui, donc elle, est bel et bien mort, alors que pas du tout. Si elle avait agi ainsi, il aurait non seulement mis à jour l'emplacement de Light, son modus operandi et sa limitation, mais il aurait aussi parvenu à faire baisser sa garde à Kira, donc à Light, ce dernier pensant que elle serait mort. Le problème, c'est qu'au lieu de ça, et vous le savez si vous avez vu l'anime, elle nargue Kira en prime time de la télévision directement après la mort de Lind L. Taylor en lui expliquant tout ce qu'il vient de faire et ce qu'il vient d'apprendre grâce au piège, les limitations du Death Note et tout. Bon. Ainsi, ça réduit non seulement les informations qui peuvent être utilisées pour condamner Kira, comme des millions de personnes viennent de l'apprendre, et qui regardent la télé, comme Light, et force Kira à se montrer plus prudent à l'avenir, au lieu de le pousser à faire plus d'erreurs. Plus que ça détruit également potentiellement le but même du piège, c'est-à-dire la localisation géographique de Kira, étant donné que du point de vue de elle, Kira pourrait maintenant parfaitement choisir d'abandonner le Kanto le jour même, prendre l'avion et d'aller s'installer je ne sais où. Évidemment, il n'y a rien qui empêche Light techniquement de prendre l'avion et d'aller se barrer en Thaïlande, ou je ne sais où. Il faut le dire, Light aurait pu être attrapé entièrement par surprise sans que Nier et Melo n'aient à même s'impliquer, si elle n'avait pas ouvert sa grande gueule et ne s'était pas vantée de la façon dont il venait de piéger Kira. Après bon, je dois quand même vous avouer que ces deux points ne sont pas forcément des incohérences en fait, dans le sens où, même si ce sont des erreurs stupides faites par des personnages censés être supérieurs intellectuellement, je n'oublie pas quand même que elle, comme Light, sont des personnages qui sont guidés par leur fierté et leur ego. Ce qui peut donc expliquer certaines de leurs décisions discutables, parce qu'on peut se dire oui ok, ils sont intelligents, mais ils sont surtout ultra égomaniaques quoi. Les mecs, voilà, c'est la fierté avant tout. Donc à la limite ça, je veux bien le prendre comme une excuse. Mais bon, le problème c'est que non seulement ce genre de décisions absurdes sont légion, comme on va le voir par la suite dans cette vidéo, mais le monde de Death Note lui-même est parfois insensé et aberrant, alors que c'est censé se passer dans notre monde à nous. Je veux dire, prenons le simple concept de L, et le fait qu'il soit nommé à la tête de l'affaire Kira. Quand on y réfléchit, bien, rien que ça est une chose totalement impossible dans un monde logique. Je veux dire, dans quel univers, voilà, je vous le demande, un homme dont le visage et le nom sont inconnus pourrait-il avoir le pouvoir de contrôler les forces de police du monde entier? Peu m'importe que elle ait résolu indiscutablement des centaines d'affaires par le passé, personne ne donnerait autant de pouvoir à une seule personne, surtout si on ne sait rien de son identité. Le fait qu'une majorité de pays sur plusieurs continents soient tous d'une manière ou d'une autre d'accord avec le fait de lui donner, donc à elle, tous les pouvoirs est juste déconcertant. Sans un visage précis et avec son filtre vocal brouillant sa voix, il pourrait être imité à tout moment, ce qui finit d'ailleurs par se produire lorsque Light prend le manteau de elle après l'avoir tué, donc au début de la seconde partie, aux grandes dames de Nier. J'ai envie de dire, c'est comme dans notre monde, comme avec Anonymous. N'importe qui peut se faire passer pour eux, d'ailleurs c'est arrivé plus d'une fois. Il faut l'avouer, le fait même que elle ait les pleins pouvoirs quant à l'affaire Kira ne fait même pas sens. Mais passons, continuons. Bon, grâce à l'enquête initiale de elle et de son coup d'éclat à la télé avec la mort de Lind L. Taylor, eh bien, la police en a déduit effectivement que Kira a besoin d'un visage et du vrai nom de la victime pour tuer quelqu'un. Donc la suite logique en principe, voilà, je dis bien en principe, serait que la police et le gouvernement fassent tout leur possible pour empêcher Kira de tuer d'autres personnes. Par exemple, ce qu'ils pourraient faire, eh bien, c'est d'ordonner que toutes les informations relatives aux criminels ne soient plus diffusées, ou au minimum de brouiller leur visage et de ne pas révéler leur nom complet lors d'un reportage. Ils pourraient également ordonner aux gens de ne pas dévoiler leur vrai nom en public, et de porter un masque en mode Covid ou des lunettes de soleil pour s'assurer que Kira ne connaisse pas leur visage et donc ne puisse pas les tuer. D'ailleurs, ça rappellerait un peu le manga Parasite, où le gouvernement, à partir d'un moment, pousse les gens à se saluer en s'arrachant chacun un cheveu. Évidemment, afin d'être sûr qu'il ne s'agisse pas d'un parasite. Bon voilà. Et donc, en faisant ainsi, il bloquerait également tous les sites web criminels qui révèlent donc à la fois les visages et le vrai nom des gens. Sauf que, et vous le savez, encore une fois, si vous avez vu l'anime où personne dans l'univers de Death Note n'envisage de réduire les meurtres de Kira en appliquant ces simples mesures, et le nombre de morts continue d'augmenter, personne n'étant en mesure d'identifier le coupable pendant 5 années consécutives, jusqu'à que Nier et Melo décident de faire cesser cette mascarade. Je crois que ce sera plus ou moins considéré à un moment lors de la seconde partie de l'anime, mais c'est un peu tard. Et de toutes les façons, Kira ne se soucie plus de savoir à ce moment-là si les coupables nommés sont coupables ou innocents justement. Voilà, tout ça pour dire que elle et Light ne sont pas les seuls à manquer du jeu.
mijote, et que dans un monde normal, Kira aurait eu beaucoup plus de difficultés à faire ce qu'il a fait, dans le sens où le gars, il va aller allumer, je sais pas, Sakura TV, TF1 ou j'en sais rien, bon, je veux dire TF1 peut-être pas vu qu'il est japonais, vous avez compris, pour aller voir des nouveaux criminels, et tout est bloqué, tout est flouté. À partir de ce moment-là, comment il fait pour tuer les gens? Le problème, c'est que, dans Death Note, t'as l'impression les gens, voilà, QI négatif pour tout le monde, donc c'est un peu triste. Mais bon, on a parlé du monde, mais maintenant, revenons à notre cher Light Yagami. Alors, donc, Light, qui est toujours étudiant, je tiens à le rappeler, ne se dédie à l'écriture des noms de criminels dans Death Note que durant l'après-midi jusqu'à tard le soir. Donc, elle remarque rapidement cette tendance et suggère donc que Kira est un étudiant. Ce que Light apprend lorsqu'il fouille le PC de son père policier, Soichiro Yagami, qui est un enquêteur sur l'affaire Kira. Donc, normalement, et je dis bien normalement, s'il avait été intelligent. Ce que Light aurait dû faire est tout simplement d'ignorer la supposition de elle et de n'absolument rien changer à ses heures d'utilisation du Death Note pour la simple et bonne raison que de nombreuses personnes, pas seulement les étudiants en fait, ne pourraient utiliser le Death Note que l'après-midi également, pas seulement les étudiants comme je le dis. La plupart des salariés, je le rappelle, travaillent de 9h jusqu'à 17h, pas que les étudiants. Donc la conclusion de elle est en fait plutôt fragile étant donné le nombre d'emplois qui ne permettent du temps libre que l'après-midi et le soir. Aussi, la thèse de Kira égale étudiant aurait été rapidement délaissée. Mais au lieu de ça, et voilà, parce que Light est pas très fut-fut, Light commence directement, dès qu'il apprend effectivement la supposition de Light via le PC de son père, et sans plus attendre, à écrire des noms dans le Death Note de manière bien plus étalée dans la journée, amenant, elle, non seulement à déduire que Kira est bel et bien un étudiant, car le fait que l'heure des meurtres change le jour d'après qu'il ait émis son hypothèse est juste ultra suspect, mais ça lui fait également réaliser que Light a des accointances avec des membres de la police japonaise, au vu des informations privilégiées sur l'enquête dont il paraît avoir accès. Après, on pourrait me rétorquer que le fait que elle suspecte Kira, fait justement partie du plan de Light, mais on va en parler tout de suite. Car Light décidera peu après de pousser volontairement elle à penser que Kira a effectivement des liens avec la police japonaise, réduisant ainsi le nombre de suspects de dizaines de millions à plusieurs centaines. Vous allez me demander quelle est la raison de ça. Bon, c'est très simple. Une fois que elle commencera à enquêter sur la police pour trouver la taupe, eh bien, il créera ce faisant des tensions entre lui et la police, ce qui, Light l'espère, poussera la police à enquêter sur elle en retour, voilà, donc, afin qu'ils se chamaillent, donc une espèce de guerre interne entre elle et la police japonaise, donc pour forcément laisser le champ libre à Light et d'accessoirement pousser la police à trouver l'identité de elle pour lui, et donc comme ça, Light n'aura plus qu'à se connecter sur le PC de son père, voir l'identité de elle et de le tuer directement. Bon, le problème dans tout ça, c'est que le plan de Light, il est un peu boiteux. Et là, je suis gentil. Parce que son plan pourrait se retourner contre lui, mais de 1000 manières en fait. Et si la police en déduit que Kira est également connectée à la police, après tout, il n'y a pas que elle qui a un cerveau, en principe, non? Et si la police se séparait en plusieurs groupes et enquêtait sur eux-mêmes au lieu de elle? Ah oui, c'est possible. Et si la police ne parvenait même jamais à trouver quoi que ce soit sur elle? Non, ce que Light aurait dû faire est bien plus simple, se faire discret. Après tout, il a été établi que Kira se trouve dans la région du Kanto au Japon, ce qui compte des millions d'habitants. Et même là, ce n'est pas forcément vrai, parce que Kira pourrait très bien décider de déménager, après que elle ait décidé de le narguer en prime time à la télé en lui disant qu'il l'a localisé au Kanto. Donc voilà. Mais évidemment, Light ne fait pas ça et préfère faire le malin à pousser la police et elle à s'entretuer sans vraiment comprendre ce que cette opposition va lui amener. Et résultat des courses, je vous le donne en mille. Elle envoie le FBI enquêter sur la police japonaise et une fois que les agents du FBI meurent tués par Light, elle parvient à réduire la liste des suspects à ceux sur lesquels Ray Penbar, donc Ray Penbar, un des membres du FBI, a enquêté. Ce qui l'emmène finalement à identifier Light comme le principal suspect. Bravo le veau, j'ai envie de dire. Et le pire, c'est que Light échoue également à provoquer des frictions entre la police japonaise et elle. Parce qu'une grande partie du groupe chargé d'enquêter sur l'affaire Kira décidera tout simplement de démissionner au lieu d'enquêter sur elle, par peur de se faire tuer par Kira. Voilà. En gros, Light s'est raté sur toute la ligne. Et encore, on est encore loin d'avoir tout dit quant à ce qui s'est passé avec le FBI. Alors donc, revenons un peu en arrière. Et parlons de Ray Penbar, l'agent du FBI le plus idiot ever. Donc, comme je l'ai précédemment dit, Light parvient à pousser elle à soupçonner toute personne liée à la police japonaise. Et il envoie donc elle, le FBI pour enquêter sur toute personne liée aux agents de la force d'intervention anti-Kira. Ce qui fait que Light, étant le fils d'un enquêteur de la police japonaise et responsable de l'affaire Kira, dans le Japon, se retrouve avec un agent du FBI en train de le filer. Donc Light décide alors de concevoir un plan très alambiqué, impliquant de monter dans un bus avec son agent du FBI avec Ray Penbar, de contrôler un criminel avec le Death Note afin qu'il détourne le bus, tandis que évidemment Ray Penbar est juste derrière
Light, puis d'accuser donc l'agent Ray Penbar de travailler avec le criminel afin qu'il soit forcé de montrer une preuve de son identité à Light en montrant justement sa carte d'identité, donnant ainsi à Light les informations dont il a besoin pour tuer l'agent du FBI en question. Sauf que, et je le déplore, le plan de Light est d'une crétinerie assez terrifiante. Mais avant même de vous détailler pourquoi, l'ironie dans tout ça est que Ray Penbar, donc l'agent en question, pense que la piste Light Yagami est une impasse et prévoit de laisser Light en paix très prochainement, juste après sa petite virée dans le parc d'attractions, hein, confirmant ainsi à ses supérieurs et à elle qu'il n'est pas Kira. Ça veut simplement dire qu'en élaborant ce plan, Light s'est juste tiré dans le pied avec un fusil à pompe. Surtout que le détournement de bus aurait pu mal tourner d'un million de façons différentes, je veux dire. Et si Ray Penbar avait suspecté qu'il se passe quelque chose de bizarre donc avec cette histoire de détournement de bus? Si sa fiancée Naomi Misora, dont on parlera dans un instant, a pu soupçonner que cette histoire de détournement de bus a tout d'une mise en scène fomentée par Kira, je ne vois pas pourquoi Ray Penbar ne pourrait pas arriver à la même conclusion. Et si Ray Penbar, par exemple, avait rapporté l'incident à ses supérieurs, ça aurait pu attirer beaucoup plus et beaucoup trop d'attention sur Light. Et tout ça pourquoi au final? Toute cette mise en scène n'avait pour but que pousser Penbar à montrer donc sa carte d'identité à Light, ce qu'il a d'ailleurs fait, mais en vrai, Penbar n'avait en réalité aucune raison de le faire. Je veux dire, on s'attendrait normalement, si Ray Penbar avait la moitié d'un cerveau, que quand même en tant qu'agent du FBI bien formé, qu'il sache que c'est une idée extrêmement stupide de donner son vrai nom et son identité à un suspect qui est actuellement soupçonné d'être probablement lié à un meurtrier de masse, et que à la place, ce serait quand même pas mal qu'il lui montre, je sais pas, une fausse carte d'identité ou un simple badge du FBI, lui donnant la preuve que son identité est bien celle-là, tout en dissimulant donc son nom et son prénom. Voilà. Sauf que non, car au lieu de ça, Penbar, cet imbécile heureux, montre sans réfléchir sa carte d'identité à Light, lui donnant son vrai nom et son vrai visage, ce qui permet finalement à Light de le manipuler pour découvrir les noms et les visages des autres agents du FBI actuellement au Japon qui bossent sur l'affaire Kira. Et en d'autres termes, Light, en fait, misait sur le fait que son agent du FBI soit un parfait incompétent, plutôt que sur l'intelligence de son plan, qui est, je le rappelle, complètement absurde et contre-productif d'ailleurs. Ray Penbar racontera après coup à sa fiancée Naomi Misora ce qui s'est passé, ce qui la rend méfiante, surtout que Penbar mourra peu après, et décide donc, Naomi Misora, d'aller signaler l'incident à elle, qu'elle connaît personnellement, ce qui aurait amené elle à directement coffrer Light si elle y était parvenue. Donc c'est par pure chance que Light soit tombé sur elle pour l'empêcher d'informer elle de cela, et c'est aussi par pure chance que Ray Penbar n'ait jamais révélé à Naomi Misora le nom du suspect à qui il fut obligé de montrer sa carte d'identité dans le bus. Si Penbar avait dit à sa femme, enfin à sa fiancée Naomi, qu'il s'agissait de Light Yagami, ça aurait été game over pour notre protagoniste directement. Bref, la manœuvre de Light avec cette histoire de bus ou je sais pas quoi, est certainement l'une des choses les plus contre-productif qu'il ait jamais accompli, en plus d'avoir conduit elle à se concentrer uniquement sur lui et à le soupçonner pour le reste de l'histoire. Mais voilà, en fait le problème de ça c'est quoi? C'est qu'en réalité, Light est censé être un mec intelligent, mais le problème c'est que quand on réfléchit à tous ces plans, on se rend compte que si les plans de Light fonctionnent, c'est pas parce qu'il est particulièrement intelligent, c'est juste parce que les mecs en face de lui sont des ânes battés complets, en fait, c'est ça le problème. Bon. Maintenant, parlons de Naomi Misora, celle qu'on qualifie d'être trop intelligente pour rester en vie, parce qu'effectivement, Tsugumi Oba, donc l'auteur de Death Note, disait effectivement que s'il a tué Naomi Misora dès le début, c'est parce qu'elle était trop intelligente pour rester en vie. Bon vérifions ça, donc parlons d'elle. Alors, peu de temps après la mort de Ray Penbar, comme je l'ai dit, Naomi Misora, sa fiancée, découvre une information cruciale concernant l'affaire Kira et décide de la signaler à elle. Je vous en ai déjà parlé. La force d'intervention anti-Kira est malheureusement occupée lorsque Naomi Misora débarque dans leur QG. Il faut savoir que Naomi Misora, avant de se fiancer avec Ray Penbar, était un brillant agent du FBI et avait travaillé de concert avec elle lors d'une précédente affaire. Donc elle la connaît, voilà, et prendra tout ce qu'elle pourra lui dire sérieusement. Mais alors qu'elle discute avec la réceptionniste donc, du QG de l'Anti-Kira Task Force, donc de la brigade Anti-Kira, et qui lui dit que les membres donc, de ce groupe sont occupés, eh bien Naomi est interceptée par Light Yagami. Voilà. Et après qu'elle lui ait donné un faux nom, le jeune homme donc décide de la stalker pour une raison quelconque. Ce qu'elle sait, c'est qu'il est le fils du chef, Yagami Suichiro, donc bien respecté dans le bureau et une figure en laquelle la plupart des gens font confiance. Donc Light lui fait croire que le groupe d'intervention anti-Kira est toujours occupé, qu'il en fait partie et qu'il peut la faire entrer pour qu'elle puisse lui révéler ses informations. Une fois qu'elle lui donne les informations dont il a besoin, c'est-à-dire son nom, son prénom, Light ne s'embarrasse pas de Salam Alek et la tue directement. Bon, où est le problème dans toute cette histoire?
évidemment qu'il y en a un. Étant donné que Naomi Misora est censée être un ex-agent du FBI, on s'attendrait quand même à ce qu'elle soupçonne rapidement que Light, bon, est ultra suspect, qu'il est en train de la stalker et le confronte là-dessus. Je vous le rappelle, quand même, Naomi Misora soupçonne que son fiancé Ray Painbar s'est fait tuer par le suspect qu'il surveillait dans le bus détourné. Et elle sait que Light Yagami est le fils du chef de la police japonaise, donc un suspect de la liste de feu son fiancé Ray Painbar. Donc, encore une fois, un candidat potentiel pour être celui qui a tué son fiancé. Donc, un potentiel Kira. Je veux dire, à défaut, elle aurait pu juste se barrer de là aussi vite que possible. Mais au lieu de ça, et malheureusement c'est triste pour elle, bon, elle finira par donner sa carte d'identité à Light, malgré son comportement douteux. Elle finira donc, encore une fois, par se faire tuer à cause de ça, et ainsi les informations potentielles qu'elle aurait pu donner à elle, et qui auraient pu, évidemment, permettre d'attraper Kira, seront perdues à jamais. Et comme si ça suffisait pas, Light a écrit dans le Death Note qu'elle se suicidera de manière à ce que personne ne retrouve jamais son corps. Dans l'adaptation cinématographique, par contre, là c'est un peu plus intelligent parce que Naomi est plus intelligente que ça évidemment et ne donne pas son nom du tout à Light et le suspecte depuis le début. Ce n'est que par le fait qu'elle et Ray Painbar avaient déjà planifié leur mariage que Light a eu la présence d'esprit de trouver l'église où la cérémonie était prévue et ainsi trouver leur identité. Là c'est beaucoup mieux écrit, vous voyez. Donc, encore une fois, comment dire, Light parvient à être le meilleur et à gagner, sans pour autant rendre ses adversaires, c'est-à-dire Naomi Misora, stupides. Et c'est ça qu'on veut en fait. Voilà. Que Light parvienne effectivement à brainer, à gagner, à être plus intelligent que les autres, mais pas parce que ses adversaires sont stupides, non, parce que c'est lui qui est intelligent. Voilà. Par exemple, le film, et évidemment je parle du film japonais, d'adaptation japonaise, je ne parle pas de Netflix, évidemment, du film Netflix qui est une abomination voilà, sans nom. Mais bon, revenons quand même à l'animé, et je vous rassure, Naomi n'est pas la seule à avoir perdu quelques dizaines de points de QI. Light n'est pas en reste, parce que oui, je tiens quand même à faire remarquer que, soit dit en passant, Naomi Misora a été vue pour la dernière fois, avant qu'elle ne meure, par la réceptionniste de la brigade anti-Kira, donc dans le QG, et elle connaît Naomi Misora, ce qui veut dire qu'il aurait seulement suffi que la réceptionniste fasse savoir à elle que la dernière personne à avoir vu Misora donc est Light pour qu'il le jette dans un trou à Guantanamo. Donc non seulement Light est complètement fou, mais le monde de Death Note, encore une fois, n'est pas beaucoup plus sain. Voilà, rien que le fait que la réceptionniste ait vu Naomi Misora et qu'elle ait vu Light Yagami la raccompagner dehors, c'est fini normalement, voilà, elle dit ça à elle, l'animé se termine à l'épisode suivant, voilà, je veux rien entendre. Alors maintenant, faisons une avance rapide dans l'intrigue du manga et parlons de la première apparition de Misa Amane, le second Kira, voilà, évidemment. Je vais pas tout vous refaire, voilà. Misa envoie des cassettes audio à la chaîne Sakura TV, tue une série de présentateurs télé qui se sont publiquement opposés à Kira en direct live à la télévision japonaise. Misa donc se fait ainsi passer pour Kira, ne s'arrêtant pas seulement à tuer des présentateurs, mais également Okita, un agent de la brigade anti-Kira. Bon, vous allez me demander où se trouve l'incohérence dans tout ça. En fait, le problème se trouve après ces événements, car elle déduit directement, voilà, sans plus d'indices, qu'il existe un second Kira, directement, boum, voilà. Et même si effectivement elle aura raison, le fait qu'il ait pu le deviner à ce stade de l'intrigue et avec les indices extrêmement maigres qu'il avait en sa possession à ce moment-là, ne fait aucun sens, d'accord. C'est bien d'être intelligent, elle, mais il y a des limites. Donc voilà, notre amie elle déduit qu'il y a un deuxième Kira en se basant sur deux éléments principalement. Le premier élément est que Okita est mort, alors que Kira n'avait aucun moyen de connaître son nom. Et que Kira, donc en principe, d'après ce qu'ils savent évidemment, est obligé de connaître les noms de ses victimes pour les tuer, pas seulement leur visage. Le problème avec ce raisonnement, c'est qu'il est trop fragile. Kira a très bien pu cacher jusqu'à maintenant l'étendue de ses pouvoirs. Ou encore mieux, ses pouvoirs se sont peut-être développés avec le temps, et il n'a maintenant plus besoin d'un nom pour tuer les gens, mais seulement de leur visage. Parce que si Light avait décidé de faire l'échange des yeux de Shinigami, il aurait pu faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il aurait dit là, elle? Genre, ouais, c'est bon, y a un deuxième Kira? Non, ça aurait été stupide, bref, peu importe. Cet élément, donc, n'est pas assez concluant pour arriver à la conclusion qu'il existe un deuxième Kira. Pareil pour le second élément sur lequel elle s'appuie pour affirmer son hypothèse. Donc, ce Kira a tué des innocents, ce que, en principe, Kira ne ferait jamais. Le problème, c'est que, là encore, ça peut s'expliquer d'autres manières plus logiques, comme le fait que Kira soit devenu plus nerveux, depuis que la police et elle sont à ses trousses, sans parler du FBI. Tout ça, ça pourrait très bien pousser Kira à juste ne plus se soucier de la morale et de tuer tous ceux qui se mettent en travers son chemin, sans parler évidemment du coup d'éclat de elle avec Lind L. Taylor, qui aurait pu très bien rendre Kira extrêmement nerveux et le rendre sans pitié. Voilà. Encore une fois, je n'ai rien contre le fait qu'elle soit intelligente et ait des déductions de dingue. Y a pas de souci, j'ai envie de dire c'est censé être le mec le plus intelligent du manga, avec Light. Mais bon, cette déduction sort vraiment de nulle part, et on croirait qu'il a juste jeté un œil sur la feuille de script.
Revenons maintenant sur Misa. Cette dernière donc localise Light, s'invite chez lui et lui déclare un amour inconditionnel. Lui propose même de l'utiliser, enfin vous connaissez le délire, voilà. Et petit bonus, quand même, c'est assez sympathique, Misa est dotée d'yeux de Shinigami, qui lui permet donc de voir directement le nom et la durée de vie de tous les humains qu'elle regarde. Sauf que, manque de peau pour elle, Light est un peu con, car il décide que pour couvrir sa relation avec Misa, sa nouvelle relation avec Misa, il devra se la jouer School Days, voilà, se la jouer Don Juan, et sortir avec plein de filles en même temps. Il dit à Misa que s'ils entrent en contact juste après que elle devine qu'il y a un deuxième Kira, bah ça paraîtra suspect. Light lui explique qu'il ne veut pas que leur temps ensemble se démarque, alors il doit ainsi fréquenter d'autres filles, comme Takada et bien d'autres, mais Light ne semble pas comprendre que passer soudainement de ne jamais quitter sa chambre en dehors de l'école, et donc à devenir du jour au lendemain soudainement un homme à femme, en sortant avec plusieurs filles en même temps, en soi, est bien plus suspect que si juste il se contentait de sortir avec une seule fille, même si c'est Amane et Misa. Si Light attend à ce que l'équipe de elle le surveille en permanence, il devrait également s'attendre à ce qu'un changement aussi radical dans son comportement, donc de passer de célibataire à un mec qui a 35 meufs, comme dirait Morsa, et j'ai 40 meufs et j'ai toujours la dalle, ne fasse qu'attirer l'attention sur lui. Aussi, il aurait été bien moins suspect de passer de célibataire à ne fréquenter que Misa, plutôt que de passer de célibataire à Leonardo DiCaprio. Et finalement, tout cela ne se montrera inutile, car elle finira par trouver des preuves concrètes que Misa est le deuxième Kira, et la met alors en détention. Et la torture, mais bon, ça c'est accessoire. Elle et son groupe soupçonnent maintenant fortement Light, et bien qu'il n'ait aucune preuve pour le condamner, il y a toujours le risque que Misa révèle quelque chose qui pourrait l'incriminer durant la torture. Bon, Light pourrait simplement tuer discrètement Misa par suicide, ou je sais pas quoi avec son Death Note, et s'en sortir comme si de rien n'était, n'est-ce pas? Et non, parce que pour ceux qui ont vu l'anime et tout ça, il y a une autre menace à considérer ici, c'est Rem, le Shinigami de Misa. Elle est très attachée à Misa et menace directement Light qu'elle le tuerait s'il ne trouvait pas un moyen de libérer Misa, ce qui oblige fatalement Light à agir pour la sauver. Bon alors, maintenant, on arrive à l'incohérence de tout ça. On se pose la question, comment Light va pouvoir s'en sortir? Bon, en principe, la meilleure chose qu'il pourrait faire serait de demander à Rem de tuer elle. Et le pire qui puisse arriver est que le groupe anti-Kira soupçonne Light à cause du timing suspicieux. Mais c'est mieux que de mourir et il n'aurait de toute façon pas suffisamment de preuves pour le condamner. Surtout si Rem n'utilise pas l'option crise cardiaque, mais part sur quelque chose de plus créatif. Voilà, si Rem écrit autre chose sur son Death Note. À ce moment de l'intrigue, les membres du groupe anti-Kira ne sont pas certains des limites de ce que Kira peut faire ou pas. Et si Rem écrit par exemple dans son Death Note que Matsuda pète un câble sous la pression et vide le chargeur de son revolver dans la tête de elle comme ça, ce sera beaucoup plus compliqué d'accuser Light que si elle meurt d'une simple crise cardiaque. Bien sûr, il y a toujours le problème de la libération de Misa, mais je pense qu'une fois que elle sera morte, personne dans le groupe anti-Kira n'aura le cœur de continuer à maintenir Misa enfermée illégalement. Alternativement, Rem pourrait probablement contrôler elle via son Death Note pour qu'il avoue être Kira depuis tout ce temps, que Misa était simplement contrôlée par lui, et qu'elle a perdu ses souvenirs, qu'il se suicidera dans je ne sais combien de jours, et qu'une fois qu'il mourra, son esprit Kira, qui le contrôlait, sera libre. Light veut faire croire aux mecs de la brigade anti-Kira que le pouvoir de Kira vient avec un espèce d'esprit maléfique qui contrôle les gens et qui les pousse à tuer. Bon bref, n'importe. Tout ça pourrait également encourager le groupe anti-Kira à renoncer à trouver Kira pendant un certain temps. Bon. Mais comme vous le savez, encore une fois, si vous avez vu l'anime, je vais répéter ça encore longtemps, la vidéo est loin d'être terminée, Light n'a rien fait de tel. À la place, Light conçoit un plan complètement dingue, dont je vous avais déjà parlé lors de ma précédente vidéo. Bon, je vous en fais un rapide résumé. En gros, Light demande à Rem d'aller filer le cahier de Misa à un riche cadre d'entreprise nommé Iguchi, donc l'entreprise Yotsuba, pour ne pas la nommer, puis se porte volontaire pour être confiné sous la garde de L. 13 jours après son incarcération, ou plus ou moins, Iguchi commence à tuer les criminels avec le Death Note, afin que L soit finalement contraint de libérer Light et Misa. Ce qui est étrange, car il n'y a aucune raison réelle de libérer Misa, puisque le deuxième Kira n'a jamais vraiment fait de meurtre continu, de la même manière que Kira, mais passons. Ensuite, elle, Light et le groupe d'intervention anti-Kira travailleront ensemble pour trouver le nouveau Kira, ce qu'ils finiront d'ailleurs par faire. Ils mettront la main sur le Death Note auquel est ajoutée la fausse règle des 3 jours de Light. Fausse règle, je le rappelle, stipulant qu'à partir du moment où quelqu'un écrit dans le carnet de la mort, il doit continuer à le faire au moins une fois tous les 13 jours sous peine de mourir. Donc évidemment, c'est une fausse règle ajoutée par Light, et donc cette règle constitue le noyau dur du stratagème de Light pour innocenter son nom et celui de Misa, puisqu'ils ont été incapables de tuer pendant plus de 13 jours, lorsqu'ils étaient confinés. Bon, le groupe anti-Kira gobe totalement le mensonge, mais le truc c'est que, si on y réfléchit un peu, la règle des 13 jours constitue une raison trop faible pour innocenter Light et Misa, et j'en parlerai dans le point qui suit. Oh, et pour
couronner le tout, évidemment, bon, Light a décidé d'effacer sa mémoire pour s'empêcher lui-même de tout avouer. Sauf que Light, avec ses souvenirs, aurait pu gérer assez facilement la situation. Et la seule chose que fait le fait d'effacer ses souvenirs et de une, faire perdre à Light le contrôle total et la conscience de la situation, et ce pendant un long laps de temps. De deux, faire en sorte qu'Higuchi ne puisse pas mourir dans un accident de voiture ou en se suicidant avant de se rendre compte qu'il sera attrapé par exemple. Sinon Light devrait tuer la première personne à toucher le Death Note afin de retrouver ses souvenirs, ce qui signifie qu'il devra peut-être tuer quelqu'un du groupe anti-Kira. Et si c'est elle dont Light ne connaît pas le nom, il est foutu. Et de 3, faire en sorte que Light soit dans une position parfaite pour tuer Higuchi, sans se faire remarquer, afin de retrouver ses souvenirs. En d'autres termes, il doit remplir plusieurs conditions, tout en n'ayant aucun souvenir qu'il faut qu'il fasse ça, dont le fait de connaître le nom d'Higuchi, d'écrire le nom d'Higuchi sans qu'elle s'en aperçoive, et d'avoir une bonne excuse pour garder le cahier pendant que cela se produit. Parce que si Light devait perdre la possession du carnet avant qu'il ne tue l'ancien possesseur du carnet, eh bien il reperdrait totalement la mémoire, donc s'il perd le contact avec le carnet. Tant qu'Higuchi reste vivant en tout cas. Tout le plan de Light repose sur le fait qu'il soit extrêmement chanceux pour que non seulement Higuchi ne meure pas, qu'il arrive à tuer Higuchi et que la brigade anti-Kira soit suffisamment incompétente pour considérer la règle des 13 jours comme une bonne raison de complètement innocenter Light et Misa. Et même si tout se passe bien et que le groupe anti-Kira trouve le cahier de la mort et que Light retrouve ses souvenirs comme parfaitement prévu, Keikaku Dori comme dirait l'autre, eh bien il suffirait seulement que le groupe soit composé de gens sensés pour que le plan de Light tombe à l'eau, car Misa serait à nouveau confinée et Light serait à nouveau fortement suspecté. Tout ça pour rien, j'ai envie de dire. Et en d'autres termes, il serait de nouveau à la case départ, sauf que maintenant elle et son groupe connaissent l'existence du Death Note et en ont même une copie, ce qui signifie que Light serait encore plus dans la merde qu'auparavant. En bref, son plan est super alambiqué pour rien, capillotracté à la mort, repose sur trop de paramètres qui sont en dehors du contrôle de Light. Maintenant, parlons plus précisément de la règle des 13 jours, cette fausse règle dont j'ai déjà parlé, qui convaincra pleinement le groupe anti-Kira que Light et Misa soient innocents. Et ce, malgré la pléthore de preuves contre Misa. Et désolé, ce n'est pas normal. C'est absolument pas normal. Normalement, le groupe anti-Kira devrait être tout aussi méfiant, si ce n'est encore plus qu'avant, vis-à-vis de Light et Misa. La règle des 13 jours n'est tout simplement pas assez solide pour innocenter leur nom. Le groupe anti-Kira sait qu'il existe des dizaines d'autres règles non écrites. Donc, pour ceux qui l'en savent, et il pourrait y avoir une faille qu'ils ne connaissent pas, ou, plus probablement, le Shinigami de Misa aurait pu juste écrire les noms pour elle, afin que Misa n'ait pas à mourir. En bref, ce n'est tout simplement pas aussi concret que les preuves physiques suggérant que Misa est vraiment la deuxième Kira. Et il est également très probable que Light soit Kira à cause de ça, grâce à leur connexion. Misa elle-même admettant l'avoir vu à Aoyama. Les meurtres s'arrêtant soudainement pendant les 15 premiers jours de son confinement. Il y a très clairement un Kira différent d'avant, juste après la fin de la pause des 15 jours. Bref, mais non, le groupe d'intervention anti-Kira est pleinement convaincu que Light et Misa soient innocents. Ce qui permet à Light d'utiliser Ren pour tuer elle juste après. En plus de ça, pour ajouter une autre couche d'idiotie à ce gâteau de crétinerie, bien le groupe décidera même d'élire Light en tant que nouveau L, à la mort de L Loliette, donc du vrai L. C'est un peu con tout ça, j'ai envie de dire, mais bon. Bon, on en a enfin terminé avec la première partie, ce qui veut dire que l'on va tout de suite s'attaquer à la deuxième partie, forcément, donc à l'arc Nier. Et je vous le dis tout de suite, on va pas trop s'y attarder, pour la principale raison que cette deuxième partie du manga m'intéresse beaucoup moins. Et je suis loin d'être le seul de cet avis, d'ailleurs on en a parlé lors de ma dernière vidéo, donc sur Death Note. Je l'ai dit en début de vidéo, ce qui m'intéresse vraiment dans cette partie, c'est la confrontation finale entre Nier et Light, qui se trouve être truffée jusqu'à l'os d'incohérences absolument insoutenables. Toutefois, je vais quand même vous parler de quelques inconsistances que je trouve majeures dans cet arc, donc l'arc Nier, avant de m'attaquer au duel final. Donc entre Nier et Light. Et vous expliquer comment Light aurait pu facilement l'emporter contre Nier. Alors, la seconde partie de Death Note débute 4 ans après la mort de L dans un monde totalement soumis à Kira. Même le président des USA baisse les yeux devant lui, et oui, même Donald Trump a peur de lui. Tandis que Light a pris le manteau de L ainsi que la tête du groupe d'intervention anti-Kira. Aussi, tout se passe bien pour Light, dans le meilleur des mondes, d'ailleurs c'est le cas de le dire. Sauf que les deux successeurs de L, qui sortent un peu de nulle part, nommés Melo et Nier, décident d'entrer dans la lance à leur tour afin de faire ce que leur modèle n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire coincer Kira. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas venus seuls, non, ils ont amené avec eux un paquet d'incohérences et de décisions idiotes. Et on va voir ça tout de suite. Après que Melo ait découvert que Nier
parce que Kira fait partie effectivement du groupe d'intervention anti-Kira, eh bien, Melo décide d'envoyer Mogi, donc un membre du groupe d'intervention anti-Kira japonais, au SPK. Le SPK, comme je l'ai déjà dit, c'est le groupe de Nier, afin que Melo puisse interroger Mogi à une distance éloignée de sécurité, tandis que Nier, qui aide également à l'interrogatoire, soit le seul à prendre un risque. Ce qui donne donc à Light l'occasion idéale de lancer un raid sur le QG du SPK, car il apprend enfin le remplacement, et il doit le faire rapidement car il ne sait pas ce que Mogi pourrait révéler à Nier. On s'attendrait à ce que Light, qui vient littéralement d'obtenir le soutien des États-Unis en tant que Kira, envoie le SWAT, ou une force d'intervention militaire pour attaquer le QG du SPK, avec l'ordre de tirer sur tout ce qui bouge. De plus, et pour être certain de ne rien laisser au hasard, il pourrait demander aux soldats de porter des caméras sur eux, ce qui permettrait à Misa, donc au bout de la ligne, au bout de la caméra évidemment, de voir le visage de tout le monde au QG, Nier y compris. Cette méthode serait pratiquement infaillible. Mais au lieu de ça, évidemment, et je me répète, si vous avez vu l'animé, vous savez que Light fait pas ça du tout, et qu'en réalité, Light envoie un groupe de civils non armés, menés par cette espèce de gros lard de Demegawa, sur les SPK. Évidemment, ils ne sont pas du tout coordonnés et même capables de travailler ensemble, et n'arrivent du coup même pas à entrer par effraction dans le bâtiment. Mais c'est vraiment ridicule. En fait, Nier s'en est sorti assez facilement de cette situation en les distrayant tous avec de l'argent, avant même qu'ils ne puissent entrer dans le building. Échec total pour Light, qui, je le rappelle, est censé être un génie, avec des moyens quasiment illimités. C'est vraiment l'échec absolu, quoi. La loose, quoi. Bon. Après l'échec de sa première tentative donc de tuer Nier au QG du SPK, Light Yagami envoie le Death Note à Teru Mikami, un avocat brillant et partisan inconditionnel de Kira, avec des instructions stipulant qu'il se serve du Death Note pour exécuter les criminels à sa place. Le truc, c'est que le Death Note que Mikami porte toujours sur lui et qu'il utilise en fait, c'est un faux cahier, un leurre, le vrai cahier est conservé dans une banque, tandis que c'est Takada qui tue vraiment les criminels chez elle, avec des vraies pages du Death Note, évidemment. Donc si on part du principe que Light est intelligent, on s'attendrait à ce que Light envoie un message à Mikami, pour lui dire de cacher une page du Death Note sur sa personne, étant donné qu'il a dû demander à Kiyomi Nakada, la troisième Kira ou peu importe, de faire la même chose. Et d'ailleurs, Light le fait lui-même, en utilisant sa montre modifiée pour cacher un espèce de petit morceau de Death Note. Bref, ça l'aiderait à gérer les urgences, dont le nombre a été suffisamment élevé pour que Light soit tenté de tuer sa propre sœur Sayu avec le papier dans sa montre. Mais non, comme vous le savez, Light ne fait rien de cela. C'est rendu évident par le fait que Mikami doit se rendre à la banque une deuxième fois en une seule journée pour tuer Takada, lorsqu'elle se fait enlever par Melo. Light déclare sa victoire dans l'entrepôt, donc à la fin du manga, on va en parler, n'ayant même pas dit à Mikami de ne rien tenter lui-même. Cette erreur coûtera la victoire à Light, mais on va en reparler dans quelques instants comme je l'ai dit. Mais on va quand même s'attarder sur l'enlèvement de Takada, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, juste avant la confrontation finale entre Light et Nier, Melo, donc le pote de Nier, le rival on va dire, kidnappe soudainement Takada, donc la troisième Kira, le troisième ou deuxième, bref, il y en a tellement que bref, Takada, évidemment, une fois qu'elle se fait enlever, utilisera une page du cahier de la mort pour tuer Melo sur ordre de Light. Bien sûr, cette situation ne peut pas être laissée telle qu'elle pour Light, parce que une fois que Nier se rendra sur le site de l'enlèvement et trouvera le cadavre de son pote Melo, mort d'une crise cardiaque, il commencera directement à soupçonner que Takada a usé d'un Death Note pour tuer son pote Melo, ce qui pourrait l'amener forcément à soupçonner que Mikami avait un faux cahier depuis le début, puisque Takada aurait très bien pu être la responsable des tueries. Et donc annuler la réunion prévue avec Light. Dans le pire des cas, Nier pourrait devenir si méfiant qu'il se mettrait à chercher le vrai carnet, et finit par le trouver caché dans la banque de Mikami. Light décide très sagement d'agir et élimine Takada à l'aide de l'extrait du cahier de la mort qu'il a caché dans sa montre, et écrit qu'elle brûlera tout dans le périmètre avant de se suicider, afin de ne laisser aucune preuve à Nier. Donc tout est bien qui finit bien pour Light, n'est-ce pas? Le problème, comme je l'ai dit, c'est que Mikami est un fiefé abruti. Et oui, on s'attendrait, en principe dans le meilleur des mondes, si Mikami avait été intelligent, qu'il ne fasse rien. Parce que, ok, il ne sait pas que Light a un extrait du Death Note sur lui dont il pourrait se servir pour tuer Takada lui-même, certes, mais il avait de bonnes raisons de le croire quand même. Parce que dans la lettre que Light a laissée à Mikami lorsqu'il lui avait laissé le cahier de la mort des mois avant cet incident, pour lui proposer, pour lui obliger à devenir un Kira, Light a bien indiqué qu'il tuerait Mikami s'il ne l'écoute pas. Donc ce qui implique que forcément, si Light pourrait tuer Mikami, ça veut dire qu'il a des pages du Death Note en rab. J'ai envie de dire, c'est logique. Non seulement ça, mais si Light a été assez prudent pour faire en sorte que Takada garde un extrait du cahier de la mort dans son soutif, il doit sûrement conserver un extrait lui-même, donc du Death Note sur lui. Et même si on ignore tout ça et qu'on donne à Mikami le bénéfice du doute, agir autrement qu'en ne faisant rien est juste absurde.
Je veux dire, qu'est-ce qui peut arriver de pire si Mikami ne fait rien? Bon, Nier l'aurait soupçonné, puis aurait peut-être trouvé le carnet après plusieurs semaines. Maintenant, que se passe-t-il immédiatement si Mikami décide d'aller chercher le vrai carnet à la banque pour régler le problème et tuer Takada? Nier le trouve en un clin d'œil, vu que Mikami est suivi H24 par un membre du SPK, j'ai nommé Giovanni. Et en fait, même en ignorant encore une fois tout ça, Mikami aurait toujours pu simplement demander à Light s'il avait un extrait du cahier sur lui. Le cahier de la mort, voilà, qu'il aurait pu donc se servir pour tuer Takada. Il est en contact avec Takada via un téléphone qu'elle utilise, et Takada est toujours en contact avec Light. Il aurait donc pu demander à Light via Takada, lui faisant utiliser des codes pour empêcher que le groupe d'intervention anti-Kira de les soupçonner, lui demander s'il a toujours un petit morceau du Death Note avec lui. Enfin bref, je suis en train de gaspiller ma salive parce que comme vous le savez, c'est pas du tout ça qui se passe. Au lieu de ça, Mikami, c'est imbécile, met en péril sa vie et celle de Light, et va chercher le vrai Death Note à la banque, sachant très bien, en plus le pire, c'est ça le pire, qu'il était suivi par le SPK, ce qui permet à Nier de comprendre le stratagème de Light et de remporter la victoire finale. Et justement, il est temps de parler de la catastrophe industrielle qu'est le duel final entre Nier et Light. Alors donc, c'est parti, Nier versus Light, le combat d'infirmes. Light et Nier s'affrontent dans l'ultime bataille d'esprit, attention, du mind game dans tous les coins, et le destin du monde repose sur ce qui va se passer. Donc en gros, je vous la fais courte, le 25 janvier, Nier propose à Light de le rencontrer en face à face. Donc le 28 janvier, dans une usine désaffectée dont Light a l'adresse. Gardez cette info dans un coin de votre tête parce qu'on va y revenir. Bon, tout le monde comprend que tout se jouera lors de cette rencontre, et donc forcément, on se demande quel sera le plan de Light. Comment notre protagoniste a choisi de remporter la partie. Donc le stratagème de Light est simple, et on en a déjà parlé, faire croire à Nier que le faux Death Note de Mikami est un vrai, et pousser le SPK à remplacer le faux Death Note de Mikami par un autre faux Death Note, voilà, tout en conservant le vrai cahier à l'abri, pour le ressortir lors du face-à-face le 28 janvier, et ainsi finir Nier une bonne fois pour toutes. Bon, en apparence, ce plan n'est pas mauvais. Le problème, c'est sa mise en place et sa mise en œuvre. On s'attendrait quand même que Light, le génie des mind games, à ce qu'on dit, garderait un œil sur le vrai Death Note à tout moment, le testerait juste avant la confrontation finale le 28 janvier, et conserverait plusieurs morceaux de Death Note sur lui et sur Mikami au cas où, et emmènerait, on sait jamais, bien un flingue avec lui. J'ai envie de dire, la seule chose qui compte finalement, c'est que tout le monde crève, que ce soit par le cahier de la mort ou à coup de balle de M60. Bon, et même s'il n'y a rien qui se passe, j'ai envie de dire, le SPK n'aura pas vraiment de preuves reliant Light à Kira. Mais au lieu de ça, comme vous le savez, malheureusement, Light place le vrai Death Note dans une banque à des kilomètres de lui, sans aucune surveillance, ne prend même pas la peine de demander à Mikami de le tester avant le rendez-vous, donc le 28 janvier, puis s'incrimine devant tout le monde lorsqu'il s'avère que le Death Note que Mikami a en sa possession est faux, au lieu de garder sa tête froide, j'ai envie de dire. Et puis il essaie d'utiliser un bout de Death Note dissimulé dans sa montre, ironiquement, il aurait gagné s'il avait filé ce même morceau de papier à Mikami, bon bref, devant plusieurs personnes armées, 2 fois d'affilée évidemment, il se fait allumer par Matsuda. Bon, je veux dire, de toutes les manières, on va être bref. Light n'avait quasiment aucun moyen de perdre cette confrontation, et ce pour 2 raisons. La première est qu'il a des moyens quasiment illimités, je le rappelle, surtout quand on sait que le président des USA lui-même est sous la botte de Light, donc de Kira, voilà. Et surtout, Light savait plus de 3 jours à l'avance où et quand le rendez-vous avec Nier allait se passer. Mais c'est quand même fou, je veux dire, qu'est-ce qui empêche Light de truffer l'usine désaffectée de caméras et de demander à Mikami, avec ses yeux de Shinigami, de tuer tout le monde exactement comme Misa a tué Okita devant le building de Sakura TV. Vous vous rappelez? J'ai envie de dire, il y a 1 milliard de solutions. Light aurait pu aussi mettre des mines antipersonnelles dans l'usine, demander à Donald Trump d'envoyer un missile Tomahawk là-dedans, engager le cartel de Sinaloa en leur demandant de vider leur chargeur sur tous les bipèdes qui approcheraient de l'usine désaffectée. Je veux dire, avec les moyens et le temps de préparation de Light, le mec a juste un nombre illimité de gérer le problème Nier. Et même si on met de côté l'option d'appeler la famille Salamanca, c'est-à-dire Hector, Lalo, Léonel et Marco et toute l'équipe Tuco, pour descendre le SPK, il aurait simplement suffi à Light de demander à Mikami de se ramener avec une page arrachée du Death Note au préalable pour remporter la partie. Et même si Light est con et choisit de ne rien dire à Mikami, de ne pas passer un coup de fil à Joe Biden pour aller déboîter tout le monde et de ne pas miner tout le périmètre, Nier n'a littéralement rien contre lui. La seule preuve qu'il a, c'est le fait que Mikami a écrit le nom de tout le monde dans son Death Note, sauf celui de Light. La seule chose qu'il avait à faire, Light, c'est juste de dire à Nier qu'il a jamais vu Mikami de sa vie, et qu'il a sûrement été engagé par Nier lui-même pour lui faire porter le chapeau, et c'est bon, fin de l'histoire. En fait, le plus abusé dans l'histoire, c'est que Light n'avait en fait rien à faire. Il se serait simplement contenté de ne pas appeler Mikami et de juste aller checker Nier, voilà,
et de se barrer juste après, bah, le SPK n'aurait rien contre lui. Même si bon, je dois avouer qu'à la place de Light, je me serais quand même jamais pointé au rendez-vous. Hein. Faut quand même pas déconner. Je veux dire, il n'y a aucun jour dans l'année où je rentre dans cette usine désaffectée parce que rien ne me dit que Nier ne va pas sortir un Glock 17 et me vider le chargeur dans le nez. Bon, voilà quoi. Et cette confrontation, en fait, est tellement à l'avantage de Light que le simple fait que Nier ait pu gagner est totalement incohérent parce que voilà, le stratagème de Nier, il est tout simplement impossible à appliquer, c'est juste pas possible, voilà. C'est un action replay en fait, le plan de Nier, on va arrêter la connerie. Bon, donc Nier nous explique, hein, tranquille, hein, sans trembler du menton, le mec ne se mouche pas du coude, hein, il t'explique quoi? Que Giovanni, donc l'homme de Nier, celui qui suivait Mikami, 24 heures avant le rendez-vous, donc 24 heures avant le 28, donc le 27, réalise que le vrai Death Note de Mikami est placé dans une banque. Donc le mec est allé forcer une banque ultra sécurisée avec des caméras partout à récupérer le cahier, à recopier tous les noms figurant dans ce vrai cahier, dans un faux cahier de la mort, à reforcer la banque juste derrière sans que personne ne le remarque, voilà, replace le faux cahier à la place du vrai, et le tout, mesdames et messieurs, en 24 heures chrono. Alors, je vous spoil, c'est impossible. Je veux dire, il y a des mecs qui ont fait le calcul, hein, et il y a à peu près 27 000 noms et prénoms dans le Death Note, ce qui lui prendrait au bas mot 30 heures à Giovanni, sans boire, sans manger, sans même dormir, sans même rien du tout, voilà, pour tout recopier. Donc, pour résumer, hein, Giovanni a forcé une banque, pris le vrai Death Note, a copié 27 000 noms dans un faux Death Note, est revenu dans la banque, donc a reforcé tout ça pour redéposer le faux Death Note à la place du vrai, sans se faire repérer évidemment par les caméras ni même par les gardes, le tout en 24 heures, au revoir, merci. Tout ça ne fait sens, faut arrêter 2 minutes, attendez, mais le mec, il force des banques, c'est qui en fait? C'est Dutch Van der Linde, ce mec? Bon bref, cette vidéo est déjà bien assez longue sans en rajouter, on va donc s'arrêter là. Mais je tiens quand même à préciser, hein, une fois encore, que malgré toutes les incohérences et les bizarreries d'écriture de Death Note, je reste quand même un fan inconditionnel de Death Note, je l'ai dit au tout début de vidéo et je le répète. Que ce soit pour son rythme très soutenu, ses personnages mémorables et les thèmes abordés, qui sont quand même intéressants, le bien contre le mal, tout ça, bon voilà. Certes, le manga n'est pas dénué de plot holes, hein, de trous dans le scénario... trou scénaristique pour ceux qui aiment pas les anglicismes, mais ça ne fait pas moins un excellent divertissement. Et Light Yagami reste, en dépit de tout ce que j'ai dit, un des protagonistes les plus divertissants à suivre ever. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. Bon, je pense que c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne, hein. On va pas déconner. C'est un format nouveau, hein, parce qu'en général, je me focus sur l'analyse d'un personnage en particulier, plutôt que sur une œuvre dans sa globalité, donc vous me direz si ça vous a plu ou pas, hein. Voilà, bon. Bon, on va s'arrêter là. Laissez un like si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous et à la prochaine.